Bien, bonsoir à tout le monde. Je vous donne comme d'habitude les indications programmatiques. Donc je vous rappelle d'abord les dates des prochains séminaires. Toujours des lundis, toujours à 20h, toujours dans cette salle, sauf catastrophe. Donc le 14 mars, le 11 avril, le 23 mai, le 6 juin, le 17 octobre, le 12 décembre et le 16 janvier 2017. Voilà donc, et maintenant nous allons revenir à notre problème. J'espère que vous avez à peu près tous eu le papier programmatique. Ce sera quand même plus commode que vous l'ayez, puisque en réalité il va fixer un peu les jalons, les choses importantes, les choses qui le sont moins, et ce sera quand même un guide pour vous. Alors tout ce qui est en italique au début du texte est de l'ordre du rappel et de l'exemple, ou des exemples sur des rappels. Alors, je voudrais à ce propos redire l'idée fondamentale dont nous nous occupons pour l'instant. L'idée fondamentale dont nous nous occupons, c'est l'idée selon laquelle, en définitive, toute figure d'oppression revient à un enfermement dans une figure finie de l'existence, là même où pourrait se tenir une perspective infinie. Autrement dit, nous transformons le problème de l'émancipation ou de ce qui est le processus de libération des possibilités humaines. Nous ne le traitons plus directement sous la forme d'une contradiction explicite entre termes disjoints et séparés du type les oppresseurs et les opprimés, etc., bien que nous puissions y revenir, mais pour l'instant ce n'est pas comme ça que nous faisons. Nous disons que nous supposons en fait que ce qui attire sur soi l'oppression dans ces différentes figures, c'est toujours la crainte, le risque, la possibilité que quelque chose émerge qui serait radicalement en excès sur cet ordre. C'est assez simple. Si l'ordre fonctionnait sans supposition qui lui soit contraire, et n'aurait pas besoin d'utiliser des méthodes spécifiques d'oppression, l'ordre lui-même constituerait la figure oppressive. Ce dont nous parlons là, c'est des figures oppressives spécifiées, identifiables, et qui sont requises, évidemment, dès lors que l'ordre dont les maîtres sont les gardiens ne paraît pas, ou que l'on peut craindre, que dans son seul fonctionnement, c'est-à-dire dans la seule machine qu'il constitue, il ne suffise plus à contenir, en réalité, dans l'enclos fini de l'oppression, la figure qu'il représente. Et alors, c'est pour ça que le point de départ intuitif, c'est que, évidemment, l'oppression se montre quand quelque chose qui pourrait s'extraire de l'ordre qu'elle détient, qu'elle contient, risque, à tort ou à raison, risque d'apparaître. Alors, c'est une des significations possibles d'une sentence révolutionnaire fort ancienne, qui était la sentence « là où il y a oppression, il y a révolte ». C'est malheureusement pas tout à fait aussi vrai, ça, que là où il y a oppression, il y a révolte. C'est pas mécaniquement vrai. Ce qui est certain, c'est que là où il y a révolte, il y a oppression, par contre. C'est-à-dire que là où quelque chose surgit qui paraît perturber l'ordre général, l'ordre va tout de suite et toujours mettre en place des figures oppressives spécifiques. Et ce sont celles-là qui nous intéressent. C'est-à-dire, si vous voulez, comment est contenue la possibilité antagonique. C'est ça que nous examinons, et non pas directement sa structure générale.
c'est-à-dire la figure classiquement analysée des contradictions sociales ou des contradictions de tous ordres, puisque ce que je dis là n'est pas du tout exclusivement réservé à la politique. Donc, la piste que nous suivons, c'est celle-ci, c'est que dès que l'ordre, de quelque ordre qu'il s'agisse, l'ordre académique, dans l'ordre de la surveillance artistique, l'ordre politique naturellement, mais l'ordre amoureux, dès lors que pointent des raisons d'être jaloux, voilà. J'y reviendrai, la jalousie est un exemple de technique de recouvrement fini particulièrement spectaculaire et violent, en réalité, pour dire que c'est pas... Et également l'obscurantisme qui cherche à se garder d'innovations scientifiques périlleuses, etc. etc. C'est une figure générale qui se réfère à n'importe quel type d'ordre maintenu, naturellement, par des gens qui ont intérêt à son maintien et des pratiques régulières de ce maintien. Que se passe-t-il lorsque, pour une raison ou pour une autre, quelquefois ce n'est même pas pour une raison, c'est une crainte, on redoute que justement le fonctionnement ordinaire de l'ordre ne suffise plus à ce que cet ordre se maintienne en quelque sorte dans son propre mouvement. Et ce que je soutiens dans ce cas, c'est que il s'agit d'examiner de près quels sont les ressorts, les techniques, les moyens par lesquels, lorsque ceci se produit, l'ordre doit produire à son tour, au regard de cette crainte, des figures singulières de sa propre durée, c'est-à-dire des figures singulières de l'oppression qu'il constitue. Alors, l'hypothèse que je fais, qui est de caractère, elle, en quelque sorte ontologique, sur l'être de la chose, qu'en réalité, la dialectique adéquate pour penser ça, c'est la dialectique du fini et de l'infini. C'est la dialectique du fini et de l'infini parce que, en réalité, étant donné un ordre clos, quelle qu'en soit la nature, cet ordre clos a pour ambition de se perpétuer, c'est-à-dire de maintenir sa clôture comme telle, c'est-à-dire d'empêcher que quelque chose de qualitativement étranger à cette clôture se manifeste, et que donc on peut le décrire toujours comme le maintien d'un certain type de finitude. Fini, voulant dire ici, c'est ce qu'on essaiera d'expliquer plus tard. Parce que c'est assez compliqué, en réalité, vu de près. Et donc, au regard de cela, tout ce qui apparaît en excès sur cette clôture finie et menace en réalité de déborder la conception même du fini, puisque un ordre véhicule sa propre conception de la clôture, donc sa propre conception du fini. Il commence en général par dire que rien d'autre que cet ordre n'est possible. C'est déjà annoncé la finitude en réalité. C'est-à-dire que c'est déjà barré en un point précis le possible lui-même. L'interdiction du possible, c'est évidemment une figure majeure de la production ou de la genèse du fini. Inversement, évidemment, tout ce qui apparaît comme déréglant cette clôture, étant au-delà de la conception dominante de la finitude, est perçu et reçu comme étant un péril d'infinitisation de la situation. Et en particulier d'infinitisation des possibles. Parce que le verrouillage des possibles, c'est la clé du maintien de l'ordre, et si un possible ou des possibles, pour une raison ou pour une autre, semblent apparaître au-delà ou en excès sur la situation, alors finalement on entre dans une défensive de la finitude, dans une protection de la finitude, au regard du péril d'une infinitisation de la situation. C'est pourquoi, en dernier ressort, nous nous intéressons à la particularité de la dialectique entre le fini et de l'infini pour entrer au cœur des figures de l'oppression, par-delà la description purement apparente de l'oppression, qui est bien connue, les mécanismes de propagande, les mécanismes de violence, les mécanismes policiers, la répression ouverte, etc., etc.
Je ne suis pas du tout en train de nier l'existence de tout cela, je suis en train de chercher la logique profonde, sous-jacente, bien plus fondamentale en vérité que le système des moyens par lesquels elle se réalise et s'exécute, qui sont en vérité bien connus de tout le monde, hein. À savoir les moyens par lesquels on cherche à briser justement ce qui paraît menacer d'aller au-delà de la norme et de la règle. Alors, il y a différents moyens d'aborder cette dialectique du fidi et de l'infini, et il y a différentes formes, en effet, de l'imposition de la finitude. La deuxième hypothèse que je fais, qui est celle qui est active en ce moment même, c'est que une méthode ou une technique ou une procédure extrêmement importante est celle que j'appelle la procédure du recouvrement. Alors, qu'est-ce que c'est que le recouvrement? Le recouvrement, c'est, d'une certaine manière, au niveau le plus général, la tentative de neutraliser l'émergence possible d'une infinité neuve, hein, en la recouvrant de significations préexistantes, c'est-à-dire déjà données dans la situation, et qui vont interdire, pense l'agent de ce mécanisme, qui va interdire en réalité le développement d'une part, mais d'autre part aussi la signification interne, le sens immanent de cet excès, de cette infinité neuve, etc. Il ne s'agit pas de briser la chose de l'extérieur, il ne s'agit pas de déclarer qu'il ne s'est rien passé, par exemple, ou qu'il ne se passe rien. C'est une méthode qui existe beaucoup aussi, mais c'est une autre méthode. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, mais ce quelque chose n'a pas la signification qu'il se donne à lui-même, puisque nous sommes en état d'en analyser la situation dans les termes qui sont les nôtres, dans les termes de l'oppression elle-même, en recouvrant en quelque sorte, comme si on mettait un sac dessus, en recouvrant l'ensemble de ce qui est dit, de ce qui est fait, de ce qui est prononcé au nom de cette nouveauté, par des significations anciennes, des significations généralement stéréotypées ou internes à la situation, de telle sorte que l'intelligibilité même de ce qui se passe soit anéantie, émiettée, recouverte, de telle sorte que, y compris ceux qui y participent, finissent par ne plus très bien savoir si réellement c'est ce qu'ils font est vraiment ce qu'ils disent que c'est. Hein. Parce que là, on vise aussi une démoralisation intrinsèque des acteurs de la nouveauté, en les convainquant, par des artifices nombreux, que ce qu'ils croient être tout à fait nouveau est tout à fait ancien, et non seulement ancien, mais d'une ancienneté nuisible, etc. etc. C'est ça l'opération générale de recouvrement. Alors, pour recouvrir quelque chose, il faut plaquer sur son advenu, son surgissement, ses existences embryonnaires, des significations déjà existantes, et comme ça on tue l'intensité novatrice de la figure d'infinité surgissante ou nouvelle. Alors, je tiens que cette affaire du recouvrement est très importante. Je pense que c'est en réalité, dans les champs les plus vifs, les plus de la création humaine, c'est la figure oppressive la plus continuellement maniée. Et alors, je voudrais insister sur le fait qu'elle ne vise pas seulement à faire disparaître l'être menaçant de l'infinité neuve, de la nouveauté, de la chose en rupture. Bien sûr, elle vise ça, mais plus profondément, elle vise à la rendre définitivement inintelligible, c'est-à-dire d'en tuer le sens lui-même, c'est-à-dire de l'établir par le recouvrement dans une figure qui est en réalité une figure de non-sens ou, paradoxalement, d'impossibilité de ce qui a cependant paru être possible. Alors, les exemples que je donne, les trois exemples que je donne dans le papier, je ne vais pas y revenir, sont des exemples massivement politiques, la Révolution française, la Révolution culturelle ou mai 68, sont tous les trois des exemples typiques dans lesquels une signification parasite a été plaquée sur ce qui se passait,
elle l'a recouvert de telle sorte que ce qui était réellement en jeu dans cette affaire ne soit plus déchiffrable ou lisible, naturellement dans le futur, mais aussi pour une bonne partie de ceux qui participaient à cela même qui a été ainsi recouvert. Ce sont trois exemples différents, mais c'est dans les trois cas, au point du futur, quelque chose d'obscur et d'insaisissable est finalement constitué par le recouvrement qui fait que ce que la chose déclarait être est mélangé, recouvert, désintensifié par des appellations disparates venues de la situation préexistante, qui fait que l'élément de rupture, d'inauguration, de nouveauté, de création dont tout cela semblait porteur est asphyxié, annulé, désidentifié, non pas du tout par la négation que quelque chose s'est passé, mais par la substitution à ce qui s'est passé d'autres choses en réalité. Ce qui s'est passé de la vie primordiale de ces acteurs n'est pas du tout ce qui s'est passé du point de vue de la chose une fois recouverte. Et se constitue ainsi une espèce de légende noire rétrospective qui est au point même où quelque chose comme une espérance ou une nouveauté avait semblé infinitiser la situation par rapport à l'ordre clos, en réalité, le recouvrement fait apparaître quelque chose de tout à fait différent, qui est une espèce, en général, de moignon informe, de choses qui n'auraient pas dû exister, ou de choses insignifiantes, ou de choses abominables, non pas du tout parce que c'est simplement nié, mais parce que c'est recouvert, véritablement recouvert. Donc cette opération est tout à fait essentielle, parce que c'est elle qui, d'une certaine façon, à tous les niveaux, de l'histoire collective comme de l'histoire personnelle, de l'histoire artistique, de l'histoire scientifique, c'est elle qui organise la bataille de la signification, et pas simplement la bataille de la réalité. C'est elle qui crée des mémoires distinctes, c'est elle qui crée des légendes historiques, et c'est elle qui, finalement, qualifie, détermine ou modifie la signification historique de ce qui est arrivé. Et de ce point de vue-là, le recouvrement est une opération à longue portée. C'est pas quand vous brisez quelque chose, vous brisez quelque chose. C'est une figure du présent, et après, tout le monde sait que ça a été brisé, etc. Tandis que le recouvrement, c'est une sorte de poison infiltré dans le temps. C'est quelque chose qui défigure, et non pas simplement abolit, quelque chose qui défigure ce qui a eu lieu de telle sorte que ça devient méconnaissable, et cependant, de façon d'autant plus vive qu'il est maintenu que ça a eu lieu. Mais ce qui a eu lieu est transformé en tout à fait autre chose. Alors, je donne trois exemples, je n'y reviens pas, mais je vous proposais comme exercice d'en trouver à votre tour. Voilà. Trouver des exemples, pas seulement dans le domaine de la grande histoire politique, mais dans le domaine des révolutions artistiques, dans le domaine des percées formelles, dans le domaine des mutations d'un dispositif scientifique, montrer comment la chose a été pendant un temps recouverte, et ça peut arriver à des choses tout à fait intenses. Par exemple, on peut considérer que la création fulgurante par Galois de tout un pan de l'algèbre moderne a été pendant presque une décennie ou 2 décennies recouverte par des gens qui étaient d'un grand talent, donc qui ont protégé les mathématiques, si je puis dire, d'un tremblement de terre. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas là uniquement dans la spéculation politique. Alors je voudrais, pour procéder à une variation quand même, je voudrais justement parler de ce que sont les opérations de recouvrement dans l'amour. Les opérations de recouvrement dans l'amour, vous voyez bien, elles consistent à habiter l'amour de telle sorte qu'il soit hanté en permanence par l'incertitude de son existence. Donc le recouvrement est un recouvrement qui habite l'amour de l'intérieur de lui-même par la figure d'une obscurité immanente qui peu à peu l'envahit comme ça, comme une espèce de cancer intérieur.
La figure de la jalousie en est la figure la plus achevée, la plus complète. Proust décrit admirablement ça. Si on regarde, vous pouvez relire Proust en voyant que Proust est un grand écrivain du recouvrement des relations personnelles, pas de l'histoire, mais des relations personnelles. Il montre très bien comment, finalement, on institue, le jaloux institue une espèce de quadrillage préexistant de l'existence de l'autre, n'est-ce pas, qui découpe le temps de telle sorte qu'aucune continuité n'est plus possible et que la suspicion qui est la sienne est une finitisation permanente du mouvement général de l'amour et le bloque dans une fragmentation recouvrante qui est une instance de la finitude. Et c'est bien pour ça que un des chapitres, des livres de Proust s'appelle La prisonnière. C'est vraiment parce que à ce moment-là, au lieu que l'amour soit le développement intense d'une nouvelle figure de l'existence à deux au lieu d'être à un, etc., il devient effectivement une clôture, un enfermement, une prison, dans laquelle finalement ce qui importe n'est pas tant l'autre, du point de vue du jaloux, que l'autre de l'autre. C'est-à-dire que l'obsession du jaloux, c'est la surveillance, mais ce qui le menace à tout moment, ce qui met en péril son amour, c'est l'autre de l'autre. Y a-t-il un autre de l'autre ? Et finalement, le souci de l'autre devient prioritaire, et c'est lui qui barricade par son identité d'altérité insaisissable, parce qu'elle est devenue la peur de l'autre, qui barricade l'amour et l'asphyxie ou l'empoisonne. Et donc là, on a typiquement une figure d'asphyxie par le recouvrement. Et vous voyez que le recouvrement, là, n'est pas extérieur, il est intérieur d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'amour, ce recouvrement opère comme une espèce de morcellement imposé et qui ne peut pas s'empêcher de se développer, de se prodiguer du couple amoureux. Voilà. Ça, c'était pour rappeler la stratégie générale. Évidemment, maintenant, il faut se demander dans tout ça quelle est la structure logique de ces opérations, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est exactement qu'un recouvrement, parce que pour l'instant, nous sommes encore dans un aspect un peu métaphorique de la chose, et surtout, à quelles conditions on peut échapper au recouvrement. C'est-à-dire quelles sont les conditions dans lesquelles cette forme de dictature de la finitude, de cette manière, forme de dictature de la finitude par imposition d'une signification différente et de morceaux de fini plaqués sur la possibilité infinie qui a surgi, comment ceci peut être contrarié de telle sorte qu'en définitive, serait permise, serait autorisée l'émergence d'une infinité véritable. Alors, pour commencer, il faut savoir exactement ce qu'on va entendre par fini, puisque le recouvrement va se faire par des plaquages de finitude sur quelque chose qui pourrait éventuellement libérer un infini nouveau. Il faut savoir ce que c'est qu'un infini, parce que l'intuition ne nous sert pas beaucoup là-dessus. Parce que comme nous le verrons, des choses qui paraissent infinies peuvent être en réalité finies du point de vue du recouvrement. Ça dépend quelle est leur origine, ça dépend ce qu'elles sont, ça dépend où elles sont situées, ça dépend par qui elles sont maniées. Alors, le point de départ est le suivant. Je le redis là, parce que un ensemble quelconque sera dit fini s'il est composé, en fait, lui-même, cet ensemble de multiplicités qui, dans un autre ensemble préexistant, était définissable. Alors, je ne sais pas s'il y a de la craie, et je ne sais pas si tout le monde peut voir. Enfin, je vais quand même faire quelque chose. Vous voyez, là, nous supposons que ici est la supposée clôture du monde dont nous parlons. Vous voyez ?
Et ça, c'est une chose qui est dans le monde clos. Ici peuvent s'établir les infinités potentielles. Les possibilités infinies seront de l'autre côté de la clôture. Qu'est-ce qu'il y a du côté de l'ordre? Du côté de l'ordre, au niveau le plus abstrait, le plus fondamental, il y a deux choses. Il y a des multiplicités, c'est-à-dire il y a des choses, hein, et puis il y a un langage. Il y a des choses et puis il y a des manières de nommer ou de prédiquer quelque chose de ces choses. Alors par exemple, il y a des propriétés. Mettons qu'un élément là, x de ça, eh ben, on peut dire qu'il a la propriété x. Donc le monde ici, qui est la forme la plus abstraite du monde fini, et il est composé de choses et de prédicats, de propriétés de ces choses. Alors, définissable, ça va vouloir dire quoi? Définissable, ça va vouloir dire qu'on a un ensemble existant, et puis qu'on a une propriété, et qu'on a à l'intérieur de l'ensemble tous les éléments qui ont la propriété. C'est-à-dire que ça, si vous voulez, à l'intérieur de l'ensemble E, c'est le sous-ensemble, la partie de l'ensemble définie par la langue disponible. C'est-à-dire c'est l'ensemble des X qui ont la propriété P. Alors, cette chose-là, on l'appellera une partie définissable de P. On dira que c'est une partie définissable. Alors, en effet, on peut dire qu'elle est définie par la propriété P. Donc, c'est une corrélation définissable entre le langage de la situation dans laquelle on se trouve et les éléments dans les choses qui sont corrélés à ce langage par le moyen des propriétés. Donc, la chose est au fond très simple. Un peu, mais comme dans le voir, c'est un peu trompeur, mais la chose est très simple. C'est-à-dire, une partie définissable d'un ensemble, celle qui est assurée ici, une partie définissable d'un ensemble, c'est une partie soumise à la langue dominante qui est dans le contexte de cet ensemble, c'est-à-dire de ce côté de la barre. Alors, la langue dominante est composée de propriétés qui sont bien répertoriées, qui sont connues de tout le monde, qui font partie du monde conservateur, si vous voulez, et une partie définissable, c'est une partie qui est clairement constituée à partir d'une propriété définie, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui ont la propriété P. Donc, nous sommes en état de savoir ce que c'est qu'une partie définissable, une partie qui a une propriété, et cette opération qui connecte la langue aux choses, là, aux choses, je les prends de la manière la plus abstraite qui soit, c'est-à-dire des multiplicités simplement, c'est la base de toute opération de recouvrement. C'est-à-dire par quoi on va recouvrir les choses qui risqueraient de surgir ici, on va les recouvrir systématiquement par des choses de cette espèce, c'est-à-dire des choses qui sont nouées déjà par la langue, c'est-à-dire des choses qui sont en quelque manière intégralement connues, intégralement banales, tout à fait ordinaires, puisque ce sont tout simplement les choses qui ont une propriété que tout le monde connaît. Donc la procédure va pouvoir fonctionner comme ça, supposer que quelque chose là soit menaçant, c'est-à-dire que quelque chose soit comme si ça surgissait en transgression et en déplacement de la barrière de l'ordre, donc quelque chose qui... Et là, évidemment, on aurait un risque d'infini. L'opération de recouvrement va consister à montrer que cette chose-là n'est pas du tout extérieure au monde comme elle le prétend, n'est pas une nouveauté infinie, etc., parce qu'on va lui plaquer dessus
un recouvrement composé de parties définissables. Donc on va faire comme ça. C'est ça un recouvrement. C'est-à-dire on va recouvrir l'inconnu supposé par des parties définissables, et ainsi on l'aura complètement verrouillé, puisque les parties définissables, évidemment, c'est ce que tout le monde connaît déjà. Alors si, par exemple, Robespierre, au lieu de le voir, je prends mon premier exemple, au lieu de le voir comme un révolutionnaire qui tente d'introduire dans le système politique des figures d'égalité, vous le voyez comme un aventurier opportuniste sanguinaire et aigri. Ben, sanguinaire, aigri, opportuniste, c'est des machins comme ça. C'est-à-dire c'est des déterminations repérées par tout le monde, dans le monde tel qu'il est. Donc c'est tout à fait essentiel que le recouvrement se compose d'une part de parties définissables, c'est-à-dire de choses qui sont nouées à la langue, donc de choses... alors quand je dis des choses, ça peut être des phrases, des énoncés, des jugements, c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est composé de ça, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui ont une propriété bien déterminée qu'on va coller sur la menace d'une infinitisation qui franchirait en quelque sorte la barrière de l'ordre. Alors, ça c'est le ressort fondamental du recouvrement. Par conséquent, derrière le recouvrement, il y a une théorie d'une soumission complète de ce qui existe à la langue dominante. Parce que c'est ça le ressort. Le ressort, c'est les parties définissables, c'est-à-dire les parties de n'importe quoi qui ont, dans la situation, dans l'ordre, qui ont leur nom, leur propriété, et auxquelles rien n'échappe à cette nomination, à ces propriétés. Autrement dit, ce sont les parties de la situation dont on peut dire qu'elles sont intégralement connues. Souvent, ce sont ce que, dans la situation, on appellera les lieux communs, les lieux communs de la situation, les trucs consensuels, les trucs partagés par tout le monde. Ça peut finir par être les valeurs françaises, des choses comme ça. C'est-à-dire des choses qui sont en réalité des nominations chevillées à la langue établie, à la langue dominante, et ce chevillage de la chose à son nom, à sa propriété, via l'opération que je vous décris, constitue des plaquettes de langage ou d'action, ou de détermination, ou des morceaux du pouvoir d'État, etc., qui sont disponibles pour être plaqués de façon à recouvrir le mouvement transgressif ou le mouvement de nouveauté. Alors là, on a un schéma somme toute assez simple et qui est comme toujours les vraies simplicités. C'est un peu aussi le fond de l'affaire finalement. Le fond de l'affaire, ça s'avérait un tout petit peu plus compliqué, mais le fond de l'affaire, vous le comprenez bien. Et vous en avez, là aussi, vous pouvez vous exercer à en trouver d'innombrables exemples, qui est que dans une situation, même dans une dispute par exemple, l'usage de ces procédures est constant. Dans une dispute, vous êtes toujours en train d'imputer à l'autre qu'on peut recouvrir ce qu'il raconte par ce que vous constituez comme ayant une propriété bien définie. Tu dis ça, mais en réalité, je sais très bien que... voilà. Donc, y compris dans l'enceinte privée, les figures oppressives sont constituées comme ça. Elles sont constituées, c'est pour ça que dans les disputes, il y a tant de lieux communs. Le bavardage de la dispute est un bavardage généralement insignifiant au long cours, parce que son inventivité est absolument brisée par le fait qu'on puise dans ce qui est agressivement constitué dans la situation qu'on partage. Et ça, c'est une opération de recouvrement. Et le recouvrement, c'est une opération constamment disponible, puisque d'une certaine manière, il suffit d'appartenir à la situation, du point de vue de la situation ancienne, puisque, au fond, les pièces pour le recouvrement, ce sont celles qui circulent partout dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on peut les évoquer sans trop dire ce qu'elles sont, puisque de toute façon, le seul point intéressant, c'est qu'elles soient saturées du point de vue de la langue. Et si vous dites... on en a parlé, c'est même le 23,
si vous dites la France, ben oui, la France, tout le monde sait ce que c'est. Sauf que justement, c'est pas vrai que tout le monde sait ce que c'est, que même peut-être personne aujourd'hui ne sait exactement ce que c'est. Mais donc le savoir n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est que entre la chose supposée, France, et le nom, il y a là un verrouillage qui ne permet pas d'aller plus loin, qui ne propose pas d'aller plus loin. Donc le nouage de la chose et de son nom va fonctionner tout seul. Et il va se plaquer sur une situation qui peut-être n'a aucun rapport avec lui, mais qu'il va tenter quand même de colmater ou de recouvrir. Alors, quand on regarde de près, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis quand même un petit traquenard, un exemple de petit traquenard, quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué parce que le mot propriété est un mot un peu équivoque. C'est un mot qui n'a pas de grande simplicité. C'est un mot de la langue courante, mais... Et donc je vous ai donné un exemple dans lequel, à force de dire que on fait du définissable, on finit par dire, trouver une entité qui est indéfinissable mais qui est parfaitement définie. C'est-à-dire on fait surgir cette chose dont on a eu parlé dans d'autres circonstances, qui est un point d'impossible. Un point d'impossible, c'est une chose qui est censée être pleinement définissable, une autre chose qui est indéfinissable, mais finalement ça se tamponne en un point où ce qui était censé ne pas être définissable est parfaitement défini. Alors il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de ça. Quelle est la conséquence de cette méfiance, en réalité? La conséquence de cette méfiance, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on va appeler une propriété. Voilà. Il va falloir faire attention à ce qu'on va appeler une propriété, et de façon à tenter d'éviter les traquenards de la contradiction pure et simple. Même celui qui, en vue d'opprimer les gens, recouvre ce qu'ils font, ce qu'ils racontent, essaie d'éviter la contradiction explicite. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, il tombe quand même. Par exemple, vous allez dire que je parle toujours de lui comme s'il était un objet philosophique, mais j'étais très intéressé par le fait que Valls ait déclaré, c'était un énoncé quand même philosophique, que commencer à comprendre, c'était forcément commencer à excuser. Ça, je trouve que c'est un énoncé, enfin, remarquable. De quoi cet énoncé est-il le recouvrement ou la tentative de recouvrement? La tentative de recouvrement de la compréhension effective de ce qui s'est passé, tout de même. Là, c'est un bon exemple. Il prend, d'une certaine façon, un lieu commun flottant, à savoir, quand il se passe une chose horrible, l'urgence n'est pas de comprendre. Ça, beaucoup de gens pensent ça, peut-être qu'on le pense tous à un moment donné. Mais en définitive, l'impératif de la raison, y compris de la raison politique, c'est tout de même de comprendre ce qui se passe. Il est extraordinaire que le chef d'État enseigne à ses ouailles qu'étant donné qu'il s'est passé quelque chose, il est tout à fait interdit de le comprendre. En plus, il est le chef des écoles, après tout. Alors le prof, en début d'année, il va commencer par dire, mes chers amis, il y a tout de même une chose qu'il faut bien voir, il y a beaucoup de circonstances où il ne faut pas comprendre. C'est quand même un énoncé un peu au bord de la contradiction, vous voyez, puisque vous tentez en réalité d'opposer, je ne sais pas quoi, la raison au fanatisme, la laïcité à la religion, la paix à la violence, la démocratie au fascisme, tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire tenir cette opposition sur le fait qu'il ne faut pas comprendre ce qu'est l'autre, quand même. Au contraire, vous devez normalement revendiquer une pleine intelligibilité, compréhension rationnelle de toute chose. Et donc ça, c'est les pannes du recouvrement. C'est les pannes du recouvrement parce qu'il est pris en flagrant délit de ne vouloir que recouvrir. Et de ne vouloir que recouvrir de telle sorte que, entre ce qui est définissable et ce qui ne l'est pas, il se prend les pieds, comme dans l'exemple formel que je vous ai donné. Parce qu'en réalité, si vous dites d'un côté, on piétine nos valeurs par quelque chose d'abominable, et puis d'un autre côté, que vous interdisez aux gens de le comprendre, la lisière du définissable et de l'indéfinissable est brouillée dans cette affaire. Elle est brouillée, puisque comment pouvez-vous définir ce qui s'est passé
ou le déclarer indéfinissable si vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Alors, les opérations de recouvrement sont donc elles-mêmes tenues, y compris dans leur validité propagandiste, à déployer une certaine cohérence. Et en tout cas, nous, pour les comprendre, nous devons essayer de voir comment rendre le concept général de recouvrement, dans un premier temps, parfaitement compréhensible. Alors ça veut dire qu'il faut que nous donnions de propriété une définition rigoureuse. Et ce qui veut dire que pour comprendre complètement les opérations du recouvrement dans leur substructure formelle, eh bien, il faut en effet formaliser un peu la langue. C'est pour ça que, finalement, la théorie complète du recouvrement, c'est une théorie mathématique. Ce n'est pas une théorie mathématique parce que, par manie, mais c'est une théorie mathématique parce qu'elle est précisément entièrement centrée sur une élucidation aussi rigoureuse que possible de la notion de propriété, que la notion de propriété, c'est la notion de ce qui est définissable, et c'est donc, à la fin des fins, la définition de ce qui sert au recouvrement, à savoir ce qui est un verrouillage entre la chose et la langue. C'est pourquoi j'indique pas de processus du pensée du réel sans formalisation, parce qu'en effet, là c'est un bon exemple. Si vous voulez comprendre les opérations formelles par lesquelles l'adversaire tente de recouvrir ce que vous proposez comme éventuel excès sur la situation, eh bien, il faut, pour en comprendre les fondements, les abstractions formelles, il faut quand même donner un sens fixe, pendant au moins un moment, à la notion de propriété. Alors, ça, on ne va pas le faire, hein, ici. On ne va pas le faire. C'est extraordinairement barbant, il faut le dire. Mais c'est les choses ennuyeuses de la pensée dont, en tout cas, on ne peut pas se passer de savoir qu'il faut les faire. Ce qui est un demi-recouvrement de l'activité réelle, de se contenter de savoir qu'il faut le faire plutôt que de le faire. C'est déjà à moitié recouvert, ça. Enfin, on va quand même se l'autoriser. Mais vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fin de compte, si on veut élucider de façon complète ce schéma très général, il faut quand même que propriété, c'est-à-dire ce qui se passe du côté de P de X, là, soit un petit peu plus subtil que ce que nous tirons de l'usage de la langue commune. Il faut que ce soit un tout petit peu plus serré pour y voir clair sur les opérations sous-jacentes du recouvrement. Donc là, il faudrait un processus de formalisation qui permette de donner au mot propriété une signification rigoureuse et par conséquent de donner aussi une définition rigoureuse à ce qui est définissable. Alors, nous supposons dans la suite que nous l'avons fait. Donc nous supposons que nous disposons d'une langue formelle rigoureuse et que nous savons effectivement ce que c'est qu'une propriété et par conséquent que nous savons ce qui est définissable, à savoir un ensemble constitué d'éléments qui ont une propriété bien définie. Voilà. Alors, à partir de là, nous allons traiter 4 points qui sont à la fin de votre document, et que je réénumère parce qu'ils constituent une stratégie, de cette manière. Bon, d'abord, la définition précise de ce que c'est qu'un ensemble marqué par la finitude. Donc, vous voyez, c'est la définition précise de ce qui se passe là. Donc, un concept particulier du fini. Alors ça, c'est important parce que, en réalité, le fini est une notion qui n'est intelligible que dans le type de procédure de finitude dont il s'agit. Le fini n'est pas une donnée objective indépendante des processus. Là, fini, ça veut dire ce dont on peut se servir dans un recouvrement. C'est-à-dire, c'est fini au sens où ça sert à recouvrir, désidentifier et finalement rendre incompréhensible le surgissement d'une nouveauté du côté de la transgression de l'ordre. C'est-à-dire le
recouvrement de quelque chose qu'on pourrait supposer infini. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle la rencontre d'une alternative. Ça, c'est un point tout à fait frappant. C'est qu'on ne peut pas éluder le fait que peut-être tout est fini, c'est-à-dire que les tenants de l'ordre ont raison, que ce qui n'est pas dans l'ordre assigné à la finitude est en réalité impossible, inexistant, voire dangereux. Et on ne peut pas démontrer que c'est impossible. Ça, c'est un point très spécial. Il n'est pas possible de démontrer que la doctrine des oppresseurs est intenable. Ça, c'est un point qui mériterait de grandes discussions. Parce que ça signifie d'une certaine manière qu'il faut cesser de penser que ça va s'écrouler tout seul en face. Ce qui serait le cas si on pouvait démontrer que la position des adversaires est intenable. Chez Marx, il y a une hésitation sur ce point, on sait bien. Tantôt, il laisse entendre que l'histoire travaille quand même dans le bon sens, quoi. Elle va, un jour ou l'autre, amener à l'effondrement du système de domination et qu'elle va conduire la société sans classe. À d'autres moments, et en particulier quand il s'occupe de bâtir son international, c'est une autre musique. Parce qu'il semble que ce soit très difficile, justement, pas du tout allant de soi, traversant des péripéties absolument compliquées, etc. Alors ça, c'est un point tout à fait important. On ne peut pas démontrer en général, en règle générale, on ne peut pas démontrer que celui qui manie le recouvrement, c'est-à-dire qu'il dit cette chose-là que vous croyez nouvelle et infinie, je la recouvre par ce qui existe vraiment et qui est tiré de mon ordre à moi, hein, vous ne pouvez pas démontrer que celui qui dit ça a nécessairement tort et que ça va, par conséquent, que son affaire ne va pas marcher. Et vous ne pouvez pas non plus démontrer que vous avez tort. Vous ne pouvez pas non plus démontrer que si vous faites la supposition que quelque chose ne peut pas être recouvert, qu'il y a une infinité, c'est-à-dire une nouveauté véritable, qu'on ne recouvrira pas, eh bien, on ne peut pas non plus démontrer que vous avez tort. Je préciserai tout à l'heure ce que ça veut dire. Enfin, c'est ce que j'appelle la découverte d'une alternative fondamentale. Puisque, au fond, votre position par rapport à ce problème ne peut pas résulter d'une démonstration de validité de votre position. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il y a un choix. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut choisir. C'est-à-dire que toute pensée rationnelle est aussi habitée par un choix fondamental. Et qu'on ne peut pas l'esquiver. Autrement dit, on ne peut pas se dire qu'on est convaincu de part en part, et jusqu'au bout, par une démonstration rationnelle de ce que la position que vous allez choisir est vraie, pertinente et victorieuse à terme. On ne le peut pas. Au niveau auquel je me situe, qui est un niveau d'abstraction extrême, mais qui est le niveau de la théorie du recouvrement. Et on ne peut pas non plus démontrer le contraire. On ne peut pas non plus démontrer que la position de l'adversaire est nécessairement victorieuse. Alors on reviendra de ce point tout à l'heure. Le troisième point, c'est à quelles conditions la position infinitisante peut-elle se soutenir, puisqu'elle ne se soutient pas d'une démonstration rigoureuse. Donc on peut la choisir, mais la choisir, ça veut dire quoi? C'est le troisième point. À partir du moment où on sait qu'il y a un choix, il faut savoir qu'est-ce que c'est que choisir. Et enfin, le récapitulatif de tout ça, dans ce que j'appelle l'éthique fondamentale, c'est-à-dire la détermination de ce qu'il faut assumer pour être du côté que je considère comme le bon. C'est-à-dire le côté, naturellement, la thèse selon laquelle il n'est pas vrai que tout peut être recouvert. Alors, je reprends ces points à part. Alors, premièrement, finalement, qu'est-ce qu'un ensemble marqué par la finitude? C'est un ensemble qui est construit, qui est fabriqué, avec uniquement des pièces qui sont des ensembles définissables. Voilà. Je le donne. C'est un ensemble
est constitué par des morceaux agglutinés les uns aux autres, et tous ces morceaux sont des morceaux en réalité définissables, au sens strict que leur donne la langue dont on se sert à ce moment-là, qui est une langue formalisée. Autrement dit, un ensemble fini au sens du recouvrement, ça n'est pas une notion quantitative. C'est un point très important. Ça ne veut pas dire qu'il est petit. Ça ne veut pas dire qu'il est spécialement petit. C'est sa composition qui compte. Et ce n'est pas étonnant, puisque c'est une opération de recouvrement. Donc ce qui appartient au constructible, et qui est le matériau vraiment de tout recouvrement, c'est des multiplicités qui sont composées entièrement de choses définissables. Autrement dit, elles sont de part en part définissables dans leur composition intrinsèque. Alors, le définissable lui-même, il est défini comme des parties d'ensemble qui sont déjà là. Donc, vous voyez, le constructible, le fini, ça va être en effet une construction, nécessairement. C'est-à-dire, vous avez un premier ensemble, vous avez des ensembles comme ça au départ, on suppose qu'eux-mêmes sont constructibles, hein, mais forcément, la constructibilité, ça va faire des étapes successives. Hein. Et puis, à l'intérieur de ces ensembles, vous avez des parties qui sont des parties définissables. Voilà. Et alors, un ensemble, à l'étape d'après, sera constructible s'il est composé de parties définissables de ce qui vient avant. Vous voyez ? Et il ne retient que le définissable de l'étape antérieure. Et donc, il est composé de choses définissables et il n'en contient plus aucune qui ne le soit pas. Et à son tour, il va entrer dans la composition possible, avec toutes ces parties définissables, d'un autre ensemble qui puisera dans celui-là et puis dans d'autres qui ont été construits. Alors, le point important, c'est, vous voyez, le définissable, c'est très intéressant pour l'analyse générale des mondes dans lesquels nous vivons. Le constructible, c'est une démarche ordonnée, c'est une hiérarchie, en réalité. Alors, il y a toujours la question du point de départ, c'est-à-dire quel est le point de départ? Dans la doctrine la plus radicale, le point de départ, c'est rien, c'est le vide. Donc vous partez du vide, et puis vous considérez qu'est-ce qu'il y a de définissable dans le vide. Ben, dans le vide, il n'y a rien, donc il n'y a rien de définissable. Et par conséquent, vous, au second temps, vous marquez l'ensemble vide en tant que seul élément de l'ensemble qui suit. C'est-à-dire le 1. Le 1, qui est composé du vide, puisque le vide, lui, est forcément définissable, puisqu'il n'y a rien dedans. Et après, vous allez progresser, et vous allez ouvrir l'éventail de plus en plus, et vous allez avoir, à chaque étape, de nouveaux ensembles constructibles, c'est-à-dire entièrement composés de choses définissables dans la langue formelle, à partir des multiplicités définissables antérieures. Et comme ça, vous allez avoir des échelons jusqu'à des complexités considérables qui n'excluent pas du tout que vous ayez un ensemble infini constructible. Parce que vous pouvez arriver à l'infini à un moment donné. Donc, ce fini-là, il n'est pas défini en tant que c'est par le petit ou par le grand, il est défini par sa structure interne de soumission à la langue courante. C'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est une catégorie qu'autrefois on aurait dit de l'idéologie, le constructible. Parce que c'est rapporter les choses, n'admettre comme existantes que les choses qui sont déjà soumises à la langue dominante. C'est ça. Et ce n'est pas des choses qui, dans leur composition intérieure, sont composées de choses qui sont soumises à la langue dominante, et les ensembles sont constructibles de ce point de vue-là. Donc, la finitude dont on parle ici, c'est une finitude de soumission, d'une certaine manière,
c'est-à-dire la limite. Vous voyez bien où elle est, la limite. La limite, c'est que vous n'acceptez pas qu'il y ait de l'indéfinissable. Et évidemment, si vous pensez que vous n'admettez que le définissable, ça veut d'un certain point de vue dire que vous n'admettez que ce que le monde connaît déjà, que ce que le monde a déjà nommé, structuré, défini, pratiqué, etc. Et c'est ça la structure d'une idéologie dominante. Une idéologie dominante en tant que conservation générale du système, c'est qu'elle n'admet en réalité, à la fin des fins, que des opérations sur le définissable qui est le sien, c'est-à-dire sur la langue qu'elle utilise pour, elle, nommer les choses, les définir et les hiérarchiser dans l'ordre du définissable. Et donc ça va être les pavés du recouvrement. C'est-à-dire tous ces constructibles-là, elles seront disponibles avant la barrière et on pourra les utiliser pour les précipiter sur ce qui peut ou qui prétendrait apparaître de l'autre côté, de façon à ce qu'on dit, mais non, en réalité, je les recouvre très facilement avec du définissable. Alors, on peut dire que les ensembles constructibles, de ce point de vue-là, sont la forme générale de tous les matériaux utilisés dans les procédures oppressives, mais singulièrement dans les procédures oppressives de recouvrement. Au fond, tout ça, c'est une variation sur ce qui a été longtemps appelé l'idéologie dominante. Mais c'est un petit peu plus sophistiqué, quand même. C'est un petit peu plus sophistiqué que 2 ou 3 idées. C'est plus sophistiqué parce que, d'une certaine manière, ça se constitue en réseau, comme ça, capable de recouvrir, alors à l'intérieur de l'ordre, de recouvrir tout. Et puisque à l'intérieur de l'ordre, en définitive, ne seront admises comme réellement existantes que les choses dont la structure est le définissable déjà établi. Et par conséquent, l'invention elle-même sera une invention bornée. Ça ne veut pas dire qu'il n'apparaîtra pas des choses nouvelles, parce que vous pouvez toujours ajouter un étage. Mais dans l'étage que vous ajoutez, il n'y aura que du définissable venant de l'étage d'avant. Donc en réalité, ça sera nouveau parce que ça combine d'une autre manière le définissable, mais ça ne sera pas nouveau au sens où ça ne serait pas définissable. Donc finalement, il va y avoir une espèce d'automorphie comme ça de l'ordre dominant qui, du point de vue du rapport entre les multiplicités et le nom qui leur est donné, va s'auto-entretenir sous l'égide de la langue dominante, et sans que jamais rien ne se montre qui ne serait pas réduit à cette langue. Autrement dit, il n'y aura pas d'innommable. Il n'y aura jamais pas. L'innommable ne entrera pas. L'innommable, qui est, comme vous savez, le titre d'un roman de Samuel Beckett, l'innommable, justement, ne sera pas là. Alors voilà, donc finalement, la thèse soutenue, c'est que le monde, dans ce registre dominant, c'est-à-dire ne contient en réalité que des ensembles constructibles. Ne contenant que des ensembles constructibles, il ne connaît que du définissable, en fin de compte, hiérarchisé, et il est donc clos en ce sens-là. Encore une fois, ce n'est pas une notion quantitative. Il est clos parce qu'il est clos selon la composition interne de ce qui le compose. Alors, la question qui se pose, on passe au point 2. Là. Bon, là, c'est clair, on voit très bien. Peut-on affirmer que, de fait, on pourrait admettre qu'il n'existe que des ensembles constructibles? Alors, Kurt Gödel, le plus grand logicien du XXe siècle, il a inventé, lui, le concept de constructible. Donc c'est lui qui est allé farfouiller dans cette affaire. Et le concept mathématique de constructible, et il a démontré avec virtuosité qu'il n'était pas contradictoire d'admettre que tous les ensembles existants sont constructibles. Formellement. Ce n'est pas contradictoire. Le fait que ça ne soit pas contradictoire est différent du fait que c'est vrai. Parce que ça peut être pas contradictoire, mais quand même, ça veut pas, ça n'entraîne pas, ce n'est pas contradictoire. Donc,
lorsque les maîtres d'une situation disent tout est constructible, ça tient la route. Ça tient la route. Vous n'allez pas tout de suite pouvoir leur dire non, non, c'est pas vrai, et leur montrer du non constructible comme ça, déjà présent. On le sait très bien. Parce qu'en effet, pour réfuter les maîtres, il faut produire quelque chose. Tout le monde le sait, ça. C'est pas, vous n'allez pas regarder dans la situation, ils pourront toujours vous dire que c'était déjà là, ça, sous la loi du constructible. Et ça, c'est remarquable que Gödel le démontre dans la théorie mathématique des ensembles constructibles, c'est-à-dire des ensembles soumis au définissable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, que la théorie générale des multiplicités, la théorie des ensembles, si vous lui ajoutez l'axiome « tout est constructible », eh bien, elle ne s'effondre pas. Donc, le maître qui dit « tout est constructible », il ne va pas ruiner le système général de la pensée possible. On le sait bien, ça. En effet, il y a d'innombrables domaines de l'expérience concrète aujourd'hui où on nous répète que c'est constructible, c'est-à-dire fini en un sens profond. Alors Gödel l'a démontré de façon convaincante, et alors il s'est passé une chose tout à fait intéressante. On aurait pu se dire à ce moment-là, ben, puisque ça marche, il n'y a qu'à décider que, en mathématiques là je parle, il n'y a qu'à décider que tout est constructible. Parce que la mathématique où tout est constructible, c'est beaucoup plus simple d'un certain point de vue, évidemment. Puis vous n'avez pas d'innommable, vous n'avez pas de trucs qui s'échappent dans les coins, vous n'avez pas de... tout est classé, tout a son nom, tout est registrable, tout est constructible, comme le mot le dit, et ça semble devoir être un paradis. Or, pratiquement aucun mathématicien n'en a voulu. Ça, c'est intéressant. Aucun mathématicien ne s'est précipité dans le paradis constructible en disant formidable. Là, on démontre l'axiome du choix, on démontre l'hypothèse du continu, tout est en ordre, tout est carré. En plus, il y a du fini et de l'infini, mais de l'infini correct, si je puis dire, de l'infini constructible, donc tout ça à bonne mine. Et donc, on pourrait imaginer qu'on va là-dedans. Mais non, les mathématiciens qui sont des animaux curieux, ça ne les a pas fascinés, ça. Et ça ne les a pas fascinés au point qu'ils se sont dit, bon, Gödel a démontré que ce n'était pas contradictoire que tout soit constructible. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas démontrer que ce n'est pas non plus contradictoire qu'il y ait de l'inconstructible? Ça, c'était un gros défi. C'est un gros défi, parce que le constructible, il est maniable, parce qu'on sait que c'est du définissable. Si vous voulez introduire du non constructible, il va falloir que vous construisiez quelque chose qui n'est pas définissable. Ça me paraît un peu biscornu. C'est-à-dire qu'il va falloir construire quelque chose qui échappe au système dominant de la langue, puisque sinon ça serait constructible. Et la mathématique pendant des décennies a été hantée par ce problème. Comment est-il possible de démontrer qu'il peut exister quelque chose qui justement n'est pas constructible? Ça semblait impossible, parce que ça semblait être l'impératif de construire de l'inconstructible. Or, moi, je vous dis, ça, c'est le problème auquel toute création est confrontée. Toute création est confrontée de façon universelle à construire quelque chose qui, du point de vue dominant, n'est pas constructible. Et vous pouvez dire ça aussi bien d'un parti révolutionnaire que d'un tableau cubiste de première manière, que des premières œuvres dodécaphonistes de Schoenberg, ou que de la théorie de Galois. Dans tous ces exemples, et dans beaucoup d'autres, eh bien, ce qui se passe, c'est que on produit quelque chose qui, précisément du point de vue de l'ordre établi, n'est pas constructible, c'est-à-dire n'a pas pu être finalement recouvert. On n'a pas pu ensevelir sous le constructible, parce que c'était à ce point non constructible que ça pouvait s'affirmer comme non constructible. Ça, c'est les arcanes de la création. C'est les arcanes de la création. La création, elle rôde toujours dans ce que la mathématique, elle, formalise, c'est-à-dire les parages de ce qui n'est pas déjà là sous la forme du constructible et du définissable. Et en même temps,
on fait avec ce qui est déjà là. Le monde, vous pouvez bien le surpasser, mais vous le surpassez depuis l'intérieur de ce monde. Donc les procédures que vous inventez empruntent nécessairement, qu'elles le veuillent ou non, au définissable ambiant. Et le définissable ambiant, il va falloir le tordre, le manœuvrer pour aboutir à quelque chose qu'il refuse. Et de ce point de vue-là, toute invention est en réalité refusée, en un certain sens, par le monde dans lequel elle se produit. Elle n'est pas simplement difficile, etc. Elle est refusée. Elle est refusée parce que la loi immanente de ce monde, c'est l'impérium, le commandement du constructible. Alors, finalement, Paul Cohen a trouvé le biais, il a trouvé le moyen de construire de l'inconstructible. C'est-à-dire, il a trouvé le moyen de démontrer qu'on peut très bien aussi admettre qu'il existe des ensembles non constructibles. C'est-à-dire des ensembles qui ne seront pas atteints par la hiérarchie constructible et qui sont intrinsèquement non constructibles. Et il est tout à fait remarquable qu'il les ait nommés en réalité des ensembles génériques. Alors pourquoi générique? Ce mot a une longue histoire, parce que c'est le mot par lequel Marx désigne le prolétariat dans les manuscrits de 1944. Il dit que le prolétariat, c'est la représentation de l'humanité générique, c'est-à-dire la représentation de l'humanité comme telle, c'est-à-dire la représentation de ce qui, dans l'humanité, relevant exclusivement de l'humanité, n'est pas de l'ordre du définissable imposé par une société déterminée. Le point qui touche l'humanité en tant qu'humanité générique, c'est-à-dire l'humanité en tant que genre d'existence qui n'est pas codé ou précodé dans les figures que la société toujours lui impose ou désigne. Alors, finalement, l'être générique, c'est aussi celui de la société sans classe, hein, mais dès le départ, cette question du générique, chez Marx, indique que ce qu'il entendait par prolétariat, c'était le point non constructible de la société bourgeoise, le point existant non constructible. Ça existait, les gens étaient là, mais en tant que capacité subjective, c'était un point que l'ordre non seulement ne pouvait pas construire, mais ne pouvait pas imaginer qu'on puisse construire. Et je ne sais pas s'il y a une filiation directe, je ne crois pas du tout, mais spontanément, Paul Cohen a retrouvé ce vieux mot de générique pour désigner non plus l'humanité immanente au prolétariat en tant qu'humanité dépourvue de propriétés constructives venues du dehors, pour désigner les ensembles non constructibles. Donc vous voyez qu'on est bien dans le problème qui circule dans l'ensemble de ce dont on est en train de parler. Alors on s'est trouvé dans la situation suivante. Il est possible de déclarer que tout est constructible, il est aussi possible de déclarer que non, qu'il y a de l'inconstructible, du point de vue mathématique, du point de vue des preuves mathématiques. Et donc, que faire? Que faire dans ce genre de situation? Dans ce genre de situation, il faut choisir, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas dire les deux à la fois. Si tout est constructible, vous ne pouvez pas dire qu'il y a du non-constructible. Et s'il y a du non-constructible, vous ne pouvez pas dire que tout est constructible. Par conséquent, y compris le mathématicien, s'engageant dans ces questions de théorie des ensembles, doit assumer ou ne pas assumer l'axiome de constructibilité. C'est l'axiome qui dit tout est constructible. Et s'il ne l'assume pas, ça ne peut pas être au nom de raisons de cohérence. C'est plus simple et c'est tout aussi cohérent. Donc, quand il décide de ne pas se situer dans le champ du constructible, eh bien, c'est parce qu'il trouve plus intéressant de s'installer dans le champ du non-constructible. Alors, plus intéressant pourquoi? Eh bien, plus intéressant du point de vue du fait que, évidemment, si vous admettez le non-constructible,
vous allez admettre qu'il existe quelque chose qui ne peut pas être recouvert. Donc s'il existe quelque chose qui ne peut pas être recouvert, mettons ici qu'il y a un noyau non recouvert. Il est certainement générique. Eh bien, ce noyau non recouvert, il est radicalement extérieur au premier champ. Il est radicalement extérieur puisqu'il n'est pas constructible et donc il ne dépend pas, il n'est pas composé, lui, de choses définissables. Il y a de l'indéfinissable en lui. Par conséquent, celui-là, on peut l'appeler une relance. On peut l'appeler une relance, c'est-à-dire qu'il va nécessairement impliquer que le dépassement de la limite est stabilisé, puisqu'il y a un point qui, en tout cas, a été découvert et manifesté, qui, lui, est en excès. Alors, c'est une relance au sens où vous pouvez vous appuyer sur ce point pour bâtir autre chose. Pour bâtir des ensembles qui contiendront, entre autres choses, ce point, etc. Et donc, aussi, pour modifier la définition même de la définissabilité. Parce que vous pourrez dire que les choses sont définissables, soit au vieux sens du terme, soit en un sens nouveau, qui voudra dire qu'elles sont définissables au vieux sens du terme, plus ça. Plus ça. Donc vous êtes aussi en état de construire un nouvel univers du définissable, et pas simplement de stagner dans l'indéfinissable. Il suffit d'y adjoindre des nouvelles entités qui sont génériques et qui vont travailler du dedans le nouveau définissable par une espèce d'instabilité permanente. Alors, pour reprendre mon exemple canonique, c'est exactement ce que pensait Marx. Et que le prolétariat, c'était le support de la révolution en tant qu'il était générique, justement. Et en tant qu'il déployait de l'intérieur de la société où tout est défini par la propriété, par la hiérarchie sociale, etc., il définissait quelque chose d'insaisissable du point de vue du recouvrement, et que ce quelque chose d'insaisissable du point de vue du recouvrement devient le principe d'une réorganisation de la socialité tout entière, dans un deuxième temps, autour de ce point, qui lui-même va d'ailleurs se diffuser et disparaître, de telle sorte que finalement, ce qui existe, c'est l'humanité générique. C'est-à-dire, le prolétariat va rendre générique l'humanité tout entière. Et elle va donc complètement sortir du système antérieur par lequel, finalement, était défini le système des positions sociales. Alors ça, c'est... voilà. Alors, ce que nous pourrons retenir, là, pour le moment, c'est en tout cas ceci, c'est qu'il y a un choix fondamental. Il y a un choix fondamental. Naturellement, il se présente en général dans des circonstances concrètes. Ce n'est pas un choix... c'est pas le fait de dire, voilà, à 18 ans et demi, on est obligé de choisir soit du côté du constructible, soit du côté du générique. Hein. Et après, ça vous colle toute la vie. En réalité, c'est un choix que vous rencontrez à chaque fois que la possibilité d'un surgissement de quelque chose d'autre et par conséquent la logique du recouvrement, etc., vous y êtes confronté pour des raisons X de façon intense. C'est ça. Et une partie de ce que j'appelle les événements sont une sommation de ce point de vue-là. Une fonction de l'événement, c'est d'un soulèvement, d'une création, etc. C'est de mettre à l'ordre du jour ce choix. C'est ça. Et qu'au fond, un événement, on peut aussi le définir par la nécessité, eu égard à ce qui se passe, de décider qu'on reste dans le constructible ou qu'on en sort. C'est-à-dire qu'on s'expose au générique à ce moment-là. C'est-à-dire quand même à quelque chose qui, pendant tout un temps, est non défini, mal défini, insaisissable, comme est le générique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas classer, définir, systématiser. C'est une qualité fondamentale qui était celle du prolétariat et qui s'est ensuite bien perdue. Cette détermination comme coefficient d'incertitude, et non pas seulement comme coefficient de certitude. Hein. C'est-à-dire que le prolétariat, quand même, c'était à la fois, en effet, la promesse de l'avenir, mais c'était le fantôme de la société.
C'était le fantôme de la société, c'est-à-dire c'était ce qui n'est pas par elle constructible ou définissable. Et en fait, il faut que la politique garde ça, c'est-à-dire qu'elle demeure une politique du générique. Si elle redéfinit tout et si elle reclasse tout, elle substitue un ordre constructible à un autre. C'est ce qu'on appelle une constructibilité relative. La constructibilité générale, elle se fait à partir de l'ensemble vide, mais vous pouvez très bien prendre prolétariat, le fermer comme une généricité unique et close, et rebâtir un univers du définissable à partir de cette fermeture. Et c'est ce qui se passe si l'État est la seule réalité nouvelle. L'État prolétarien, ok, mais l'État prolétarien, c'est largement la reconstitution d'une définissabilité de type nouveau, bien entendu, mais c'est aussi quelque chose qui perd le caractère en mouvement de la généricité et de sa capacité dissolvante, la capacité de se répandre dans l'humanité tout entière pour y dissoudre les constructions et les subordinations à une langue dominante. Alors ça prouve qu'il y a, que l'événement peut être corrélé à un choix très simple, mais très complexe en réalité, mais formellement très simple. En définitive, tout choix fondamental, c'est toujours un choix d'acceptation d'une généricité, en un point. Ça, je le crois absolument. C'est-à-dire, c'est l'acceptation que quelque chose va échapper au système d'autorité de la langue dominante. Mais si ça échappe au système d'autorité de la langue dominante, ça va vous échapper aussi en partie, parce que vous êtes aussi quand même dans la langue dominante. Et donc, il y a un effort pour que l'acceptation du générique soit un processus, qu'on en tire les conséquences, et pas simplement comme ça qu'on soit ébranlé ou anesthésié au regard des définitions antérieures. Et alors ça, je pense que l'antinomie Gödel-Cohen, qui n'est d'ailleurs pas une antinomie, ils étaient parfaitement d'accord en vérité tous les deux, parce que aucun des deux n'aimait vraiment le constructible en réalité. Et Gödel a été très content de voir que c'était faux, enfin que c'était faux, qu'on pouvait choisir autrement. Mais cette antinomie, Gödel inventeur du constructible d'un côté, et puis montrant que c'est cohérent, et puis Cohen inventeur du générique de l'autre, et montrant que c'est aussi cohérent, c'est quand même une admirable formalisation de ce que c'est que la liberté de la pensée. Puisque là, il faut bien en venir au fait que le choix n'est pas prescrit, ni prescriptible, puisque vous ne pouvez pas revendiquer la cohérence. Finalement, vous pouvez dire, et d'ailleurs c'est une discussion bien connue dans les sociétés, vous pouvez dire le constructible c'est quand même mieux, parce que c'est clair et stable. Et la langue est à son affaire. Hein. Et donc on est bien, quoi. Et vous pouvez dire le générique c'est formidable, parce que c'est l'aventure, c'est le trouble, c'est ce qui déborde les définitions et le langage. Or, cette discussion, finalement, elle est permanente, et elle est partout, et elle affecte tous les niveaux de l'existence humaine. La question de savoir si on est plutôt du côté du constructible ou plutôt du côté du générique, et les péripéties de l'existence font que souvent on est dans un registre de soi-même d'un côté, puis dans un autre registre tout à fait de l'autre. Ce n'est pas une distribution globale et systémique. Mais ça, c'est quelque chose que les mathématiciens ont vu en profondeur, et qui est quand même un point existentiel majeur. Parce qu'en fin de compte, c'est bien ça, les choix fondamentaux. C'est bien toujours, à la fin des fins, est-ce que je vais tenir ma place dans l'ordre de la constructibilité, c'est-à-dire du définissable? C'est-à-dire, est-ce que je vais rechercher à être placé? Parce que la contrainte du définissable, c'est toujours ça, c'est que ça vous place quelque part. Et une fois que vous êtes là, vous avez vos attributs, vous avez votre nom, vous avez tout ça. Et puis tous vos entours sont pareils. Est-ce que mon but c'est d'être placé, ou est-ce que finalement je veux assumer que quelque chose ne peut pas être placé? Parce que le générique c'est ça. Le générique c'est quelque chose qui en réalité est instable quant à son nom, quant à sa disposition, et même quant à son existence fantomatique, parce que par exemple, deux
dans une multiplicité, vous en mettez deux ensembles génériques, c'est très difficile à distinguer l'un de l'autre, évidemment, puisqu'ils n'ont pas de définition stabilisée. Donc ils sont pareils. Donc il faut à la fois assumer du complètement différent et du complètement identique. Ça, c'est bien connu dans les entreprises de fraternité politique, ou d'amour, ou d'autres. Effectivement, toute l'histoire intellectuelle de l'interprétation de l'amour a toujours oscillé entre le fait que ce qui était formidable dans l'amour, c'est qu'on était deux, et puis le fait que ce qui était formidable dans l'amour, c'est qu'on était un. En fait, ça se déplace toujours un peu comme ça, il n'y a rien à faire. On pourrait dire l'amour à la Gödel et l'amour à la Cohen. Voilà, alors ça c'était sur le deuxième point. Toute pensée contient un choix fondamental. Donc la pensée est libre en un sens profond. Et elle est libre non pas parce qu'elle peut dire n'importe quoi, c'est la liberté d'indifférence, ça n'a aucun intérêt. Comme aurait dit Descartes, n'est pas Descartes disait la liberté d'indifférence, la liberté de dire n'importe quelle bêtise, pas intéressant du tout. Mais là c'est pas ça. Là il y a un choix fondamental. Ça c'est une liberté radicale de manière. Alors maintenant, supposez maintenant qu'on ait fait le choix d'être du côté du non constructible, pour une raison ou pour une autre. Alors ça veut dire quoi, ça ? Quelles sont les conséquences ? C'est pas forcément parce que vous avez sous la main, j'insiste, un ensemble non constructible, parce qu'un ensemble non constructible, ça ne se trouve pas dans le pas d'un cheval. C'est pas comme le constructible ça se trouve très facilement. Mais le non constructible, c'est très difficile à trouver. Donc, ça peut se présenter sous la forme que votre choix fondamental, c'est qu'il y a du non-constructible. Et même en mathématiques, c'est comme ça. Si vous déclarez que l'axiome de constructibilité est faux et vous allez vous installer ailleurs. Oui, mais qu'est-ce qui va matérialiser ça? Vous voyez bien, quand vous faites le choix du constructible, c'est un choix clair. C'est-à-dire, finalement, ce qui n'est pas conforme à la langue dominante, ça n'existe pas. Voilà, tout. Tandis que le générique, il faut pouvoir affirmer qu'il existe, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Puisque vous n'allez pas bavarder à son sujet, lui trouver des noms, etc. C'est simplement l'idée qu'il y a de la nouveauté indéfinissable dans l'ordre établi. Et alors, c'est pour ça que, en réalité, là, on touche vraiment à l'infini. On touche vraiment à l'infini, c'est-à-dire qu'en définitive, il faut affirmer qu'il y a de l'infini, au sens strict, c'est-à-dire de l'infini non constructible. Il faut l'affirmer, et puis après voir si on travaille dans le monde avec cette idée qu'il y en a, est-ce que ça va, en effet, se vérifier, se construire, etc. Par conséquent, la subjectivité non constructible, appelons-la comme ça, c'est-à-dire la subjectivité générique, elle suppose toujours que vous supposiez l'existence d'un infini non constructible. Supposition que vous allez faire travailler dans le réel. Ce n'est pas une supposition inerte. Si vous supposez ça, vous allez regarder attentivement, vous allez vous défendre contre les recouvrements, vous allez dénoncer le définissable facile, vous allez traquer les déclarations de constructibilité qui sont à l'évidence uniquement destinées à maintenir l'ordre, etc., etc. Vous allez faire tout un travail dans tous les ordres de la pensée. Mais vous ne ferez pas ce travail si vous n'avez pas fait le choix fondamental de le faire. C'est-à-dire si vous n'avez pas, d'une manière ou d'une autre, opté pour la supposition qu'il y a réellement de l'infini non constructible. Et moi, c'est ce que j'appelle une idée. J'appelle ça une idée. Il faut avoir une idée. Et une idée, c'est toujours, quelle qu'elle soit, l'idée
que va surgir une nouvelle œuvre d'art, soit l'idée acharnée qu'on va bouleverser la science ou que la science va être bouleversée. Une idée, c'est toujours une anticipation infinie sur l'existence d'un univers possiblement générique. C'est ça, une idée. Et vous pensez que ce type d'infini va vous servir à témoigner, à mesurer le fait qu'en effet, quelque chose qui transgresse l'ordre du constructible dominant peut exister. Alors là-dessus, évidemment, les mathématiciens ont fait un travail formidable. Parce qu'eux, évidemment, quand ils se sont engagés dans la brèche du non-constructible, ça a fait des conséquences extraordinaires. Parce qu'ils ont démontré, eux, les mathématiciens, qu'il existe certains infinis qui, si on admet qu'ils existent, et on peut les définir, mais les définir, il existe des ensembles infinis qui, si on admet qu'ils existent, par leur seule existence, attestent que l'univers n'est pas constructible. Donc ils ont démontré la puissance de l'idée. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Ils ont démontré la puissance de l'idée. Ils ont démontré que si vous assumez l'existence d'un certain type d'infini, qui est défini par des moyens très, très sophistiqués, très particuliers, que ça n'a pas directement à voir avec le constructible, hein, c'est des qualifications d'infini, si vous croyez en ce type d'infini, parce que ce type d'infini, vous ne pouvez pas démontrer qu'il existe. Évidemment, puisque s'il existe, il y a du non-constructible. Or, on sait qu'on ne peut pas démontrer qu'il y a du non-constructible, vous voyez. Mais si vous croyez que ça existe, cet infini, il va témoigner qu'il y a du non-constructible. On va pouvoir montrer que l'univers entier ne peut pas être réduit au constructible du seul fait que cet infini-là existe dans un coin. Et ça, c'est démontré, par contre. Alors, ce qui est démontré, c'est qu'il suffit d'affirmer l'existence d'un certain type d'infini déterminé pour faire basculer complètement l'univers du côté de la possibilité du non-constructible. Alors ça, je pense que c'est une indication existentielle absolument remarquable, parce qu'elle signifie que si vous avez une idée et que vous êtes en état de la soutenir réellement, ce qui revient à dire que finalement vous affirmez son existence, si vous arrivez à l'installer dans un petit fragment de réel quelque part, cette idée, eh bien vous avez de bonnes chances qu'elle fasse basculer le monde hors du constructible. Mais si vous n'avez pas d'idée du tout, ça ne sera pas facile d'en sortir du constructible. Ça, c'est clair. C'est aussi le prix à payer à la démonstration mathématique. Cette démonstration, elle est en un certain sens, enfin, sa première forme a été trouvée par le mathématicien Scott. L'infini dont il s'est servi, c'est l'infini mesurable, très mal nommé d'ailleurs, parce que à certains égards, ça veut dire qu'il est non mesurable. C'est les noms mathématiques. Il a démontré le théorème que s'il existe un ensemble mesurable, alors l'univers n'est pas constructible. C'est-à-dire, il existe du non constructible. Et ça a été bouleversant quand même, parce que on voyait bien que, en réalité, constructible ou non constructible, ça paraît être une caractéristique de l'univers entier. La question de savoir si tout est constructible ou s'il y a quelque part du non constructible, ça paraît être une caractéristique de l'univers entier. Or là, il suffisait d'un seul témoin, si je puis dire, d'une seule configuration très particulière, l'existence d'un ensemble ayant certaines propriétés, pour que soit aussitôt récusée la théorie du constructible. Or, je pense que c'est toujours comme ça que ça se passe dans le réel, une invention.
une nouveauté, une création. C'est que quelqu'un en a l'idée, quelque part. Il en a l'idée au sens fort, c'est-à-dire il affirme cette idée existentiellement, c'est-à-dire il soutient par sa vie, par sa création, par ce qu'il fait, il soutient, il organise son existence autour du fait que cette chose dont l'idée affirme l'existence peut exister. Et à ce moment-là, il est dans la condition du théorème de Scott, c'est-à-dire que si ça existe suffisamment, pour qu'on puisse dire que ça existe, pour que d'autres se rallient au fait que ça existe, pour qu'il y ait des témoins, pour qu'il y ait des conséquences, pour qu'il y ait des choses nouvelles, eh bien alors, ça voudra dire que l'univers n'était pas aussi constructible qu'on l'a dit. Voilà. Et que donc quelque chose de l'ordre du recouvrement, de la domination, etc., a été ébréché, a été réduit. Alors ça, c'est tout à fait étonnant, comme connexion symbolique, d'une certaine manière, entre la théorie formelle du constructible, du non-constructible, etc., et de l'infini, et tout ce que nous racontons là, qui est l'obstacle au recouvrement. Parce qu'évidemment, si vous tenez ferme sur l'idée, c'est-à-dire sur le type d'infini qu'elle contient, ça veut dire que vous avez les moyens de vous opposer au recouvrement, puisque le recouvrement ne subsiste qu'à supposer que, finalement, tout est recouvert par du constructible. Et donc, pour s'extirper du recouvrement, il faut avoir une idée. Sans idée, pas de possibilité de l'idée au sens précis où je le dis. Une idée, c'est-à-dire la reconnaissance possible d'un type d'existence dont la conséquence serait que l'univers n'est pas constructible. Et c'est autre chose que de rencontrer comme ça par hasard quelque chose qui n'est pas constructible. C'est tout à fait différent. C'est un dur labeur qui remanie en fait votre perception du monde de manière à ce que vous trouviez des chemins qui en effet installent petit à petit la cohérence de votre idée. Puisqu'on sait qu'elle est cohérente, ça par contre. Cohen l'a montré. Donc vous ne serez pas contredit dans cette affirmation. Vous assumez que ça existe. Bon, mais peut-être que vous ne trouverez rien. Mais le théorème dit que vous devez normalement, finalement, trouver quelque chose. Parce que si ça existe, ça, le corrélat de votre idée, alors l'univers n'est pas constructible, et alors il y a des limites au recouvrement. Il y a des limites au recouvrement. Et alors de tout ça, on peut tirer une éthique fondamentale, qui me servira évidemment de conclusion, et que vous avez sur le papier, j'en assume les points. Eh bien, il faut assumer une idée. C'est-à-dire, il faut s'opposer à une thèse fondamentale du monde contemporain, qui est l'impératif « vie sans idée ». Parce que c'est uniquement ça qui se cachait derrière le motif d'apparence anodine, voire même progressiste, de la mort des idéologies. La mort des idéologies, ça veut dire « jouis et vie sans idée ». Le jouir est une norme suffisante. Voilà. Si tu peux. Hein. Si tu peux. Tiens-toi devant le grand marché planétaire. Si tu peux y acheter quelque chose, ça sera bien. Et puis pour le reste, ne nous embarrasse pas l'esprit avec tes idées. Donc l'impératif du monde contemporain, c'est vie sans idée, qui est avec toute une doctrine derrière de recouvrement, parce que toute idée du passé a été soigneusement recouverte par des méthodes qu'on a expliquées ici. Et donc le premier point, c'est de tenir une idée. Alors tenir une idée, j'y insiste, il y a les idées politiques naturellement, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça veut dire placer son existence quand même sous le signe de ce qu'on ne cédera pas sur une idée, c'est-à-dire sur un type d'infini en réalité. Et qu'on agira de telle sorte que finalement, la rencontre du générique, elle aura lieu. Et le fait que l'univers ne sera plus pour vous et pour ceux qui vous entourent constructible, ça adviendra. C'est ça que j'appelle toujours assumer l'idée. Alors, évidemment, participer au découvrement,
C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous êtes armé de l'idée, vous êtes armé pour intervenir sur pour défaire les découvrements. Les recouvrements sont précaires dès lors que quelqu'un a une idée, ça c'est sûr. Il y en a de très nombreux exemples, tout à fait concrets. Même dans la vie ordinaire, si vous avez une idée de ce que peut être la vie, elle ne se laissera pas facilement recouvrir par des débris mortifères, par des morceaux misérables. Alors se dégager ainsi de la finitude, oui, voilà, ça. Donc entre se dégager de la finitude et l'idée, il y a un chemin, évidemment, qui est le chemin du choix fondamental premier. Je suis Cohen. Oui. Et puis, alors ouvrir la pensée à l'infini réel, c'est évidemment la synthèse de tout. La synthèse de tout, c'est ce qui va rétrospectivement vous montrer que infini, c'est toujours relatif à un constructivisme donné, et infini, c'est toujours avoir la force de ne pas se laisser recouvrir, c'est toujours tenir sur l'idée, c'est toujours se dégager ainsi partiellement, jamais totalement, mais se dégager ainsi partiellement de la finitude, et c'est, par conséquent, faire une part de son existence une création. Alors, quand c'est absolutisé, ça devient chimérique, mais faire avec obstination d'une partie de son existence une création. Une création qui ne sera pas recouverte. Voilà. Vous garderez de façon à ce qu'elle ne soit pas recouverte. Voilà pour ce soir.